Shalom à tous, et vous faites bien d'être lumière du monde télévision. Le prestige est au rendez-vous. Vous êtes à Hellview, la tribune exclusivement réservée à l'excellence, à l'élite sur Lumière du monde télévision. Pour ce numéro, nous sommes très honorés de recevoir un invité de marque, de taille, son excellence Madame Souraya Yvette Daoud, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas près la République de Côte d'Ivoire depuis octobre 2019. Avec notre invité, première responsable de la diplomatie des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, nous parlerons naturellement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Royaume des Pays-Bas et bien évidemment des questions qui alimentent, qui articulent, qui animent cette coopération. Excellence, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci bien. J'imagine que vous avez un programme très chargé, mais vous nous faites l'honneur d'être sur ce plateau. En tout cas, merci pour ce moment de télévision. Alors, je ne serai pas seul à vous interroger. Je serai avec ma consoeur, Danielle Kragby. Bonjour, Danielle. Bonjour, Colbert. Excellence, bonjour et bienvenue madame. sur ce plateau. Merci. Alors, comment ça se dit bonjour en néerlandais? Ça dépend du moment du jour. Le matin, goedemorgen. Sinon, on peut dire goedendag pour toute la journée, mais ça, c'est rare. On dit goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Donc, bon matin, bon après-midi, bonsoir. Voilà. Voilà, amis téléspectateurs, nous allons mieux faire connaissance avec notre invité sur ce plateau de Hellview. Et c'est Daniel qui va s'atteler à faire sa biographie. Daniel. Merci Franck. Son Excellence Daoud Yvette Souraya, que nous recevons sur ce plateau, est née le 3 août 1965 à Alkmaar, aux Pays-Bas. Elle obtient le baccalauréat en 1983. En 1987, elle étudie la langue française et sa littérature à l'Université de Leyde aux Pays-Bas. C'est en 1994 que notre invité commence sa carrière au ministère des Affaires étrangères. Ses premières fonctions ont été exercées dans le département de l'Afrique et au Moyen-Orient. Son Excellence Daoud Souraya a également servi son pays à Addis Abeba en Afrique, donc en Éthiopie et au Caire en Égypte. Après ce poste, notre invitée a été coordonnatrice pour les relations avec le monde islamique. De 2007 à 2011, elle est nommée chef de mission adjointe à Bratislava en Slovaquie. De 2011 à 2014, Daoud Yvette Souraya est chef de mission adjointe du consulat général aux États-Unis, à New York principalement. Et de 2014 à 2015, notre invitée est coordonnatrice dans le projet modernisation de la diplomatie du Royaume des Pays-Bas. Son dernier poste avant celui de la Côte d'Ivoire est donc chef de mission à l'ambassade des Pays-Bas à Téhéran, c'est en Iran. Voilà tout ce qu'on pourrait dire sur la biographie de notre invité de ce jour. Merci Daniel. Excellence, bien dit. Pas d'autre chose à ajouter? C'est pas Daouda, c'est Daoud. Daoud. Je sais qu'ici, vous avez le nom Daouda, mais c'est vraiment Daoud et c'est Yvette. En effet, comme vous avez bien dit, Soraya, c'est mon second prénom seulement. Donc, normalement, c'est Yvette. Et puis, j'ai arrondi mes études à l'aide, en effet, en 87. Études de français, mais après, j'ai encore fait des études d'administration publique que j'ai arrondies en 92. D'accord. Merci, Excellence, pour les précisions. Alors, Excellence, oui. Daniel. Alors, Excellence, vous êtes en Afrique, en Côte d'Ivoire. Alors, depuis combien de temps vous vivez sur ce continent, principalement en Côte d'Ivoire? Je suis arrivée fin août 2019, donc depuis ce moment-là, je suis en Côte d'Ivoire. Alors, comment vous trouvez notre tropique? C'est un pays très beau. Malheureusement, avec la crise Covid, je n'ai pas pu trop visiter encore. J'ai commencé parce que j'aime beaucoup voyager partout dans le pays, connaître bien le pays. Un pays n'est jamais juste que la capitale ou là où il y a le gouvernement. Donc, j'espère vraiment pouvoir faire plus de ça. D'accord. Alors, Excellence, votre pays a, on va dire, toute une pléthore de noms. On a Pays-Bas, Hollande, Néderlande. Comment est-ce qu'on explique tous ces noms qui gravitent autour de votre pays? Voilà. Les Pays-Bas, c'est le nom du pays en total. La Hollande, ce n'est qu'une partie des Pays-Bas. Il y a deux provinces qui s'appellent la Hollande méridionale et septentrionale. Et en effet, quand le pays a commencé, on était la République des 7 provinces unies.
C'était une confédération. Et quand les gens voyageaient dans le monde, ils disaient de quelle province ils venaient. Et le plus souvent, comme les grands ports sont dans les provinces de Hollande, ils disaient « je viens de la Hollande ». Ce qui est plus facile pour les autres de dire que les Pays-Bas. Donc voilà, comme ça, dans beaucoup de langues, on dit Hollande. En plus, néerlandais, c'est un autre mot en néerlandais pour Pays-Bas. Et c'est donc la langue aussi qui s'appelle néerlandais et l'adjectif est néerlandais comme ça. D'accord. Daniel. Alors, Excellence, les couleurs du drapeau justement des Pays-Bas que vous représentez sur ce plateau sont le rouge, le blanc et le bleu. Que représentent ces couleurs dans l'histoire et donc dans la civilisation du royaume que vous représentez? Oui, c'est un drapeau qui est très historique. Les couleurs n'ont pas de vraie signification comme ici en Côte d'Ivoire. Les couleurs ont une vraie signification, mais en effet, ce sont les couleurs de l'ancien drapeau des comtes de la Hollande dont je viens de parler. Et le premier comte de Hollande s'est déclaré comte de Hollande en 1101, si je me rappelle bien. Et ces couleurs, il y a encore eu un drapeau princier, mais à la fin, donc, tout le pays a pris ce drapeau comme drapeau de tout le pays. Alors, l'orange, cette couleur aussi qui intervient, quand on parle du Pays-Bas, que ce soit en sport, on a toujours brandi la couleur orange. Est-ce qu'on peut avoir un mot là-dessus? Oui, bien sûr, parce que nous sommes une monarchie constitutionnelle et la famille royale est la famille d'Orange, d'Orange-Nassau. Et donc, voilà la nature d'Orange. C'est pour ça que dans le XVIe siècle, on a commencé aussi avec un drapeau princier qui était orange-blanc et un bleu plus léger. Le blanc et le bleu, c'était les couleurs du prince. On a ajouté l'orange à cause de son nom. Et vous voyez bien qu'il y a un petit bannier sur la table devant nous. Quand nous fêtons l'anniversaire du roi, de la reine ou de leur fille aînée, nous ajoutons ça au drapeau pour indiquer que c'est une fête qui a à faire avec la famille royale. La famille royale. Merci, Excellence. Nous allons maintenant parler de langue. Le néerlandais est la langue officielle du pays, telle que vous nous avez indiqué tout à l'heure. Alors, l'anglais est également parlé en grande partie par des habitants. Certains néerlandais parlent aussi le français ou même l'allemand. Alors, comment cohabitent toutes ces langues dans un pays comme le vôtre? Parce qu'on a quand même 3 langues. Hein, oui, 3 langues. Non, on a 2 langues officielles, c'est le néerlandais et le frison. Oh, d'accord. Mais à côté, on a l'allemand. Oui, mais ce n'est pas des langues officielles, c'est des langues que les gens parlent, parce qu'on est un pays de commerçants. Quand on veut faire la commerce, il faut communiquer avec les gens. Et donc, comme ça fait des centaines d'années qu'on a fait la commerce, et donc les gens ont appris ces langues. Ces langues sont apprises à l'école. L'anglais, on commence maintenant à l'âge de 10 ans. À mon époque, disait Mémé, c'était à l'âge de 12 ans. Puis le français et l'allemand, on commence à l'école secondaire. Et à un certain point, c'est des options à continuer ses études ou non. Et ça, on l'apprend seulement à l'école et on le pratique. Nous, sur la télé aussi, nous sous-titrons beaucoup. Donc, les gens ont l'habitude d'entendre d'autres langues. Et ça aide aussi, je pense. Et puis, chez nous, la culture, c'est normal que tu parles d'autres langues. C'est presque pas normal de ne pas le faire. Donc, les gens se sentent aussi libres de le faire parce que c'est attendu, plus ou moins. Alors donc, pour revenir à la question, les 2 langues officielles, c'est? Le néerlandais et le frison. Et le frison. Le frison, c'est une langue qu'on parle au Friesland. La Friesland, en l'âge médiéval, c'était un grand empire encore, mais qui a été défaite dans les dernières années du XIVe siècle. Mais il y a toujours des Frisons qui habitent aux Pays-Bas, qui habitent en Allemagne. Il y en a quelques-uns encore au Danemark et ils ont leur langue à eux, c'est une langue saxonne. Et c'est donc une langue officielle chez nous, depuis 1980, si je me rappelle. 80. C'est bien dit, Excellence. Nous parlons à présent économie. Les Pays-Bas sont membres de l'Union européenne depuis le 1er janvier 1958 et membre de l'espace Schengen depuis 1995. Vous êtes également la 2e puissance économique de la zone euro et le 2e exportateur de produits agricoles au monde après les États-Unis d'Amérique.
Vous êtes, on le voit, et vous l'avez dit tout à l'heure, un pays très ouvert au commerce, mais un commerce tributaire, j'allais dire, qui vacille au rythme de l'actualité mondiale. Aujourd'hui, l'économie mondiale est terrassée par la pandémie de la Covid-19, donc cela agit naturellement sur le commerce. Quelles sont les dispositions prises justement par vos autorités pour faire face à cette pandémie et sauver l'économie du pays? Oui, bien sûr, comme partout dans le monde, on le sent. Et c'est surtout les entrepreneurs qui le sentent, qui doivent fermer leurs entreprises. Il y a des entrepreneurs qui ont fait mieux, hein, parce que les supermarchés font très bon commerce, disons, ces jours-ci. Mais les restaurants sont fermés. Il y a d'autres commerces qui ont dû fermer. Et donc, dès le début, le gouvernement a mis en place des programmes pour les aider. Ils ont donné de l'argent pour qu'ils puissent continuer à payer les employés. Sinon, les gens tombent dans la pauvreté. Et après, on a pu reporter le paiement des taxes. Et juste en octobre, on disait maintenant, on va voir où on en est et si on peut recommencer, ce qui peut être repayé ou non. Et puis là, depuis une semaine, on est en pleine 4e vague et on recommence l'exercice un peu encore avec des programmes pour soutenir les entreprises qui en souffrent. C'est une économie basée sur l'informel ou sur le secteur? Non, non, c'est très formel chez nous. Très formel. En dehors du commerce, quels sont vos atouts? Eh bien, bien sûr, il y a l'agriculture, mais on a le maritime qui est très important. Il y a Rotterdam qui est le premier port en Europe, le 10e au monde. Schiphol, notre aéroport à Amsterdam, c'est le 3e en Europe. Donc vraiment, la logistique, le transport, c'est très important. L'agriculture, mais je pense que vous voulez en parler plus tard, donc je ne vais pas entrer trop dedans en ce moment. On a beaucoup de ces choses dans notre pays, les choses techniques aussi. Nous avons beaucoup de grandes entreprises, Philips, Royal Dutch Shell. Mais ils sont représentés à travers le monde. Oui, c'est des entreprises néerlandaises. On a SML, quand on entre dans les ordinateurs, etc., qui est le plus grand. Ça aussi, et c'était au début un start-up de Philips. Mais on ne vous sent pas trop dans l'automobile aussi? Non, pas trop, non. Non. On avait une usine. On a encore les camions DAF. OK. Mais c'est la seule chose. Sinon, pas trop. Non. Mais ce que vous connaissez sans doute mieux, c'est Heineken, Brasseur, qui est aussi néerlandais. Heineken, oui. Ici, on a encore Vlisco et Uniwax, c'est néerlandais. Dans le textile. Donc voilà, vraiment un pays de commerçants, mais dans beaucoup de choses. Et bien sûr, comment on gère les impacts de l'eau dans le monde. J'étais tout juste au Sénégal où une entreprise néerlandaise a mis des barrages, a mis du sable et les plages sont revenues pour les hôtels là. Alors nous parlons toujours économie et excellence. Après le référendum de 2016, le Royaume-Uni a opté pour le Brexit. Donc c'est retiré de l'Union européenne. C'était en janvier 2020. Comment est-ce que votre pays a vécu ce retrait du Royaume-Uni, de l'Union européenne? Et puis, est-ce que ce retrait a eu des impacts sur votre économie? Absolument, parce que nous avons, bien sûr, comme partout, la plupart des entreprises, c'est des PME. Et on a beaucoup de commerce avec la Grande-Bretagne, donc bien sûr, ça les a impactés. Parce que tout à coup, il y a des impôts à payer quand on envoie quelque chose ou quand ça revient. Les procédures sont plus longues, donc pour les produits fraîches, c'est plus difficile. Et dès le début, quand le Brexit a été voté, nous avons commencé à créer des emplois pour des douaniers. Donc, on a créé 700 emplois extra pour les douaniers, seulement parce que maintenant, la Grande-Bretagne n'est plus dans l'UE. Donc, voilà, ça a bien eu des effets pour nous. On a commencé tôt, comme on fait toujours chez nous aux Pays-Bas, pour bien gérer tout ça. Alors aujourd'hui, malgré ce retrait, l'économie commence à rebondir, elle est stabilisée? Oui, plus ou moins, mais on ne sait pas ce que fait la 4e vague. On est dans une demi-lockdown depuis ce week-end, donc ça rebondait, oui, en effet, et les chiffres étaient bons à nouveau, donc on pensait, bon, ça y est, mais la pandémie est toujours là. Elle est toujours là. Quel est l'effet donc aujourd'hui de cette situation sur votre agriculture qui est quand même un pan de votre économie?
On peut toujours envoyer les choses, l'agriculture, mais ça n'a rien à faire avec la pandémie. Nous visons depuis quelques années déjà sur une agriculture circulaire. C'est-à-dire? C'est-à-dire de réutiliser, de ne pas jeter des choses qu'on peut réutiliser. Faites de la récupération. Oui, on peut faire parfois des énergies, mais il y a aussi des fermes qui utilisent la nourriture qui normalement est jetée, qui en nourrissent le bétail. Et comme ça, rien n'est jeté, tout est réutilisé. Donc ça va dans tous les sens, en effet. Abordons à présent le volet de votre système politique. Excellence, vous êtes un pays doté d'un régime monarchique constitutionnel avec un pouvoir parlementaire. Est-ce qu'on peut dire que votre pays est un pays conservateur de cette tradition avec le régime monarchique? Pas nécessairement, comme j'ai dit, au début, on était une république. Okay. On est devenu monarchique en 1815, quand le reste du monde devenait république au lieu d'être monarchie. Donc. Mais même la république était le plus souvent gérée par les princes d'Orange, qui sont maintenant la famille royale. Okay. Donc ça, c'est un peu traditionnel, mais vraiment, notre tradition est aussi d'innover. Et donc, oui, on est conservateur, mais quand la tradition qu'on conserve est innovation, je ne sais pas trop quoi vous répondre à la question. C'est bien compris. Alors, on va toujours rester dans le système économique de votre pays. Vous êtes un modèle de démocratie dans le monde parce que vous êtes un système monarchique avec un régime parlementaire. Comment se gèrent les grandes décisions entre le Premier ministre et le monarque, le président? En principe, il y a le roi qui officiellement nomme les ministres et aussi les ambassadeurs. Sinon, toutes les décisions sont prises par le gouvernement avec le Premier ministre qui est aussi... Il n'est pas au-dessus des autres ministres. Il a un rôle plus général, mais c'est donc vraiment un gouvernement entre soi. On a le Parlement avec un Sénat. Le Parlement a 150 sièges. On vote normalement tous les 4 ans. Et c'est un système représentatif, c'est-à-dire on divise tous les votes qui ont été faits par 150. Ça donne un chiffre. C'est ce chiffre qui donne droit à un siège au Parlement. Okay. Et donc vraiment, c'est pas... on a des régions, celui qui a le plus des votes va au Parlement, non. Chacun peut arriver au Parlement tant qu'on arrive à ça. Un vrai modèle de démocratie dans le monde. Merci. Alors, Excellence, on va parler à présent de coopération ivoiro-néerlandaise. Très bien. Cette coopération date de quelle année, vous nous le dire? Et puis, bon, comment se porte-t-elle à ce jour? La Côte d'Ivoire a eu son indépendance en août 60 et dès janvier 61, oui. Nous avons des relations diplomatiques. Donc ça, c'est fait assez vite. D'accord. On a eu l'ambassade pendant quelques années au Ghana, mais en 2017, on a rouvert ici. Et depuis, je suis la seconde ambassadeur ici. Et voilà, donc on a fait beaucoup de décennies de relations diplomatiques ensemble. D'accord. Et ça se porte bien? Oui, ça se porte très bien. 2017, le Premier ministre est venu pour ouvrir l'ambassade. Il y avait aussi l'Union européenne et l'Union africaine qui avaient leur sommet à l'époque. Il y a la vice-premier ministre qui est venue en février 2019. Elle est aussi ministre d'Agriculture. Donc voilà, ça se porte bien. D'accord. Alors, parlons toujours de coopération. La coopération entre la Côte d'Ivoire et les Pays-Bas s'articule autour de 3 domaines spécifiques. On a la sécurité et l'état de droit, la gestion de l'eau et la sécurité alimentaire. Alors, à ce jour... Tout à fait. Pas tout à fait pour la sécurité alimentaire? Non, pas tout à fait ces 3. Nos priorités à l'ambassade ici, c'est l'agriculture, oui. C'est le maritime, la logistique et c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Alors déjà, quel bilan vous pouvez faire de ce qui est fait de cette coopération depuis que vous existez ici? Ça marche très bien. Nous cherchons toujours un gagne-gagne pour les 2 pays. Donc en agriculture, et là je laisse le cacao un tout petit peu à côté, je vais y revenir après.
mais on est dans l'aviculture et l'horticulture. Et donc, nous avons beaucoup de connaissances et on a des programmes ici pour vraiment coopérer avec la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait plus de fruits, plus de légumes. Il y a un programme qui est géré à Tébissou aussi et le ministre de l'Agriculture est venu voir. Il était très impressionné parce que cette façon de faire pousser hors sol, ça rend 4 fois plus que l'autre. Donc voilà, c'est un gagne-gagne. Et nous apprenons beaucoup comme ça, comment travailler dans les tropiques. On a l'aviculture, il y a beaucoup d'entreprises néerlandaises qui viennent ici. Il y a une qui va produire la nourriture pour les poules ici. Ils sont en train de bâtir en zone PK 24. Et donc voilà, ça c'est dans l'agriculture. Puis le maritime, il y a des contrats entre le port d'Amsterdam et le port autonome d'Abidjan et le port de San Pedro. Et c'est pour avoir une bonne logistique pour que vos produits puissent arriver au port mieux, ou ce qui arrive au port puisse mieux arriver là où est la destinée. Et surtout aussi pour les produits agricoles, c'est très important que ce ne soit pas bloqué. Donc là, on travaille là-dessus. Puis l'entrepreneuriat, comme j'ai dit, nous sommes un pays d'entrepreneurs, mais ça ne sert à rien si l'entrepreneuriat est bloqué autre part. Donc nous travaillons ici et je vais revenir avec vous sur une autre question. Mais on a un incubateur pour aider les startups ivoiriens. On a des programmes aussi avec des universités pour mettre l'entrepreneuriat dans leur curriculum, pour vraiment soutenir le pays à être ce qu'ils veulent, et c'est être un exportateur régional et même mondial. Donc voilà. Du cacao, comment vous intervenez justement dans le cacao? Oui, ben, le cacao. Vous êtes le premier pays importateur du cacao ivoirien. Voilà, et nous sommes le premier pays importateur de la Côte d'Ivoire tout court avec ça. Et ça le rend donc quelque chose de très important. C'est un gagne-gagne. Le cacao, en général, arrive au port d'Amsterdam. Et il y a toute une industrie cacaotière à Zaandam. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'en 1828, il y a un Néerlandais qui s'appelait Cornelis van Houten qui a inventé un mode de transformer les fèves et comme ça, on peut faire des barres de chocolat. Avant, ce n'était qu'une boisson. Et donc, c'est un Néerlandais qui a inventé ça, qui l'a patenté. Il y a d'autres qui ont copié. Et puis après, il y a eu un autre Néerlandais du même nom, mais pas du même famille, Samuel van Houten, qui, je pense que c'était en 1871, a introduit la première loi contre le travail des enfants, que jusqu'à 12 ans, les enfants ne devaient pas travailler, et même seulement la nuit, à l'âge de 13 et plus. Et ça, c'était vraiment une révolution chez nous. Et donc, dans le cacao ici, quelles sont nos priorités aussi? On veut que les enfants ne travaillent pas, mais vont à l'école. Et on a un programme avec le BIT, Axel. On soutient aussi UNICEF dans beaucoup de projets pour améliorer la vie des producteurs. Et je viens de visiter le Nawa. Et heureusement, les programmes ont un effet, mais on a encore beaucoup à faire. Mais là, donc, c'est lié à la déforestation. Donc, le cacao, ça touche non seulement à l'agriculture, mais à la commerce, à la production, mais aussi à la société. Donc, c'est un sujet très important aussi sur la politique. Et nous sommes des côtés du gouvernement de la Côte d'Ivoire qui prévoit un livre blanc pour toucher à tout ça. Nous sommes vraiment avec eux pour améliorer les choses. D'accord. Alors, nous restons toujours dans l'aide au développement. Votre pays a coopéré avec la Côte d'Ivoire, continue de le faire, et a lancé en 2019 l'initiative Orange Corneuse, qui est une initiative relative à l'entrepreneuriat, vous en parlez tout à l'heure, des jeunes Africains, financée à hauteur de plus de 180 millions de francs CFA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce projet? On vient de sélectionner le 5e cohorte. Donc, ça marche très bien. Le programme était de 1,6 million d'euros pour 3 ans ici en Côte d'Ivoire.
On a des entreprises qui nous soutiennent dans l'effort. Donc, il y a Brassivoire, il y a Vivo Energy, il y a Friesland Campina, il y a Unilever, j'oublie d'autres. Il y a Koudijs, que vous prononcez Koudijs, je pense. Okay. Donc, avec eux, on a déjà eu 4 cohortes. Il y a un fonds qui soutient aussi les meilleurs entrepreneurs. Et c'est pas ils peuvent obtenir jusqu'à 50 000 d'euros, mais c'est petit à petit. C'est pas une somme en gros parce qu'il faut qu'ils joignent leur but intermédiaire à chaque pas. Et puis l'autre se relâche l'autre argent. Donc on est vraiment très contente et on insiste sur la parité. Ben, au début, les femmes sont un peu timides. Mais maintenant, vraiment, on a eu la plupart des applications étaient des femmes, donc on était très contentes. Et donc, en 2 ans, quand même, on est arrivé à la parité. D'accord. Alors, Orange Corner, c'est 13 pays en Afrique et au Moyen-Orient qui bénéficient de ce vaste programme incubateur. En Côte d'Ivoire, 40 entrepreneurs, si nos chiffres sont justes, ont bénéficié de cette assistance financière. Comment s'est opéré le choix des entrepreneurs et comment s'opère également le choix des pays bénéficiaires? Eh ben, le choix des pays, c'est-à-dire qu'il y a un team aux Pays-Bas qui vient voir si, en effet, il y a un environnement où ça peut réussir, parce que ça vient d'abord. Donc, la Côte d'Ivoire a été choisie. On a commencé en 2019. Et voilà, le choix, il y a des projets. Il y a les spécialistes ici qui gèrent l'incubateur, qui regardent. Mais il y a aussi les gens des entreprises qui sont impliqués, qui viennent voir. Il y a des bootcamps, les gens doivent vraiment présenter. Donc, ce n'est pas quelque chose, on envoie et puis on est sélectionné. C'est vraiment, il y a plusieurs sélections et les meilleurs, en effet, sont retenus. Et quels sont les domaines dans lesquels vous financez? Là encore, surtout aussi, il y a des apps, donc dans le digital, il y a des gens qui... Mais aussi beaucoup dans l'agriculture, les choses plus naturelles, on a beaucoup. D'accord. Alors, le développement technologique est accompagné d'un lexique. On parle aujourd'hui de ville intelligente. Et Amsterdam, la capitale de votre pays, est citée parmi les villes dites intelligentes. Nous avons pêle-mêle Oslo, Scotland, Lyon, Paris et votre pays, bien entendu, Amsterdam. Abidjan, au nom de la coopération qui lie la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, est-ce qu'Abidjan peut rêver un jour être aussi une ville intelligente comme Amsterdam? Ben oui, mais déjà, on peut toujours rêver. Puis après, il faut l'action. Là, c'est aux Ivoiriens, mais c'est très, très possible parce qu'il s'agit de regarder une ville sur plusieurs plans, le logement, les transports, la communication, mais aussi, par exemple, comment gérer la bureaucratie, faciliter la vie pour les gens. Et je vois vraiment dans mon pays, les dernières 10 ans, des choses qu'il fallait faire à papier, c'était compliqué, etc. Maintenant, c'est très, très facile à faire. On peut le faire à distance, sur digital. Donc oui, c'est absolument possible ici. Mais il faut quand même... C'est une priorité dans la coopération? Pardon? C'est une priorité dans votre coopération? Non. Non, c'est l'agriculture, c'est le maritime, c'est l'entrepreneuriat, ça sont nos priorités. D'accord. Justement, en parlant de coopération, nous savons que la coopération Nord-Sud n'est pas qu'au bénéfice des pays africains. Mais déjà, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire apporte à votre pays au nom de cette coopération qui existe depuis bien longtemps? Oui. Ben déjà, on a parlé du cacao. Là, ça c'est vraiment quelque chose que ça porte à notre pays. Et on essaie donc de venir ici pour porter quelque chose là-dessus à votre pays aussi. Ça. Déjà, le week-end dernier, ce n'est pas le premier footballeur ivoirien chez nous, mais tout le pays parle de Sébastien Haller, qui fait très bien pour Ajax, qui fait des goals. Donc voilà, sur plusieurs plans, on a vraiment, mais je dirais surtout dans la commerce, dans l'agriculture, le cacao. Et maintenant aussi dans le foot encore. Ce n'est pas le premier, hein, mais moi, je ne suis pas trop le foot, donc j'ai oublié le nom des autres. Mais Sébastien Haller, pendant tout le week-end, toute la presse néerlandaise a parlé de lui.
Alors, on va parler des femmes. Vous êtes, Excellence, vous êtes la première femme ambassadeur du Pays-Bas en Côte d'Ivoire. Et quelle est la place de la promotion de la femme ivoirienne dans la coopération ivoiro-néerlandaise? Est-ce que vous avez des programmes, des projets que vous mettez en place pour vraiment aider la femme dans ce sens? On fait mieux que ça. Parce que les programmes qu'on a, on demande la parité de participation. Donc, pas quelque chose spécifiquement pour les femmes, on les intègre dans les projets économiques qu'on a. Parce que c'est ça. Donc, pour OC, je viens de dire, maintenant, on est à parité participants, hommes-femmes, et ça, c'est très bien. Donc, les femmes ont compris que ça vaut la peine de réagir, de venir avec de bonnes propositions. Bien sûr, en agriculture, on a des projets avec des entraînements. Et même si on n'y est pas toujours, on demande toujours la parité pour qu'ils essaient d'avoir le plus de femmes possible. Donc, les femmes doivent vraiment regarder bien parce qu'elles ont une bonne chance. Hein. D'accord. Oui. Alors, tout à l'heure, vous parliez d'insérer l'entrepreneuriat dans l'éducation. Alors, on sait que l'éducation est le socle du développement. Une jeunesse bien éduquée est un bel horizon pour son pays. Quelle est la place qu'occupe l'éducation et la formation dans la coopération ivoiro-néerlandaise? Encore là, on l'a incorporé dans les projets qu'on a déjà. Donc, on a la promotion de l'entrepreneuriat. Donc, on est parti d'un programme néerlandais où les universités néerlandaises coopèrent avec des universités ailleurs pour mettre l'entrepreneuriat dans les curricula des étudiants. Et donc, on travaille avec l'université à Grand Bassam, avec l'université Alassane Ouattara de Bouaké, l'INHPB à Yamoussoukro. Et voilà, donc il y a cette coopération, ça s'appelle Knowledge to Knowledge, donc connaissance à connaissance. Et avec les mêmes universités, on a fait un hackathon à San Pedro en juin dernier pour que les étudiants apprennent à trouver des solutions à des problèmes auxquels sont confrontées la communauté de San Pedro, mais aussi de grandes entreprises. Et regarder un problème de tous ce côté, venir avec quelque chose d'original. Donc vraiment comme ça, on incorpore l'éducation pas en soi, mais dans le but de promouvoir l'entrepreneuriat dans le pays. D'accord. Et c'est des projets qui marchent bien? Les jeunes s'intéressent vraiment à ce que vous proposez? Oui. Ouais, enfin, les jeunes qui ont participé au hackathon étaient très enthousiastes. Et en plus, les curriculums, c'est pour les étudiants qui ont déjà opté pour faire des études d'économie et d'entrepreneuriat. Je m'imagine qu'ils aiment bien. Merci, Excellence. On va parler de climat et de santé avec Albert. Oui, climat, Excellence, l'actualité, c'est la question du climat dans le monde aujourd'hui. La conférence annuelle des Nations Unies sur le climat, la COP26, s'est tenue à Glasgow, en Écosse. Pendant 15 jours, les pays ont discuté autour de la question du climat. Les discussions sont soldées par ce qu'on a appelé le pacte de Glasgow pour le climat. Et les participants ont convenu d'accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Est-ce que cette question est au centre de la coopération entre Abidjan et Amsterdam aujourd'hui, le climat? Encore non, mais encore on met ça dans les programmes qu'on a déjà. Donc, par exemple, dans l'agriculture, on a fait une étude sur les possibilités pour la biomasse en Côte d'Ivoire. Et donc, ne pas avoir des déchets, mais utiliser ça pour avoir de l'énergie. On finance un programme régional qui s'appelle Benkadi. Et la Côte d'Ivoire est participant aussi. Et on a lancé ça officiellement en septembre avec le ministre Assi, qui était là présent aussi. Et c'est pour les plus vulnérables, les femmes, mais aussi les gens handicapés, pour discuter avec eux comment gérer les effets du changement climatique dans leur vie pour qu'ils puissent mieux les vivre. Donc, on a plusieurs choses. La déforestation, on a déjà touché. Il y a IDH qui travaille avec le gouvernement ici, et fondé aussi par les Pays-Bas, parce que ça touche encore au cacao, etc. Donc, dans les programmes qu'on a, on fait attention à, mais on n'a pas un programme spécifique.
Alors, nous allons nous intéresser, il a parlé de climat, mais je vais parler maintenant de santé, parce qu'on ne peut pas parler de climat sans toutefois parler de santé, puisqu'il y a le monde entier connaît cette pandémie qui fait rage. Alors, les restrictions pour faire face à la flambée de la COVID-19 ne font pas l'unanimité dans plusieurs villes aux Pays-Bas. Alors, le gouvernement entend même interdire certains lieux publics aux non-vaccinés, une décision qui soulève des mécontentements. Alors, pourquoi vos compatriotes sont-ils réfractaires à ces décisions? Eh bien, en effet, ils ne le sont pas. 85% des adultes ont été vaccinés. D'accord. Donc, il y a une toute petite minorité. Si on compte les enfants, on est à 64. Mais les enfants, on avait décidé avant, on ne va pas vacciner. Et ça a commencé petit à petit. Donc, il n'y a qu'une toute petite partie de la population qui est mécontente, mais qui est très vocale. Mais si on part d'une majorité silencieuse, c'est vraiment la grande majorité des Néerlandais qui vraiment veut suivre des règles pour ne pas avoir la pandémie qui continue. D'accord. Alors, la Côte d'Ivoire, en parlant de coopération, comment est-ce que les Pays-Bas aident la Côte d'Ivoire à lutter contre cette pandémie? Eh ben, dès le début, on a fait partie du programme COVAX pour envoyer les vaccins autre part aussi. Et le 1er novembre, il y a 350 000 doses de vaccins qui sont arrivées ici, données par les Pays-Bas. Donc vraiment, là, on est avec la Côte d'Ivoire. Mais parlant de santé, j'ai encore quelque chose d'intéressant pour vous. Parce que même si ce n'est pas une priorité, il y a une petite entreprise néerlandaise qui a eu une idée comment combattre le paludisme. Et ils sont venus ici en Côte d'Ivoire le tester parce que malheureusement, ici, les moustiques sont parmi les plus résistantes au monde. Oui. Et ils ont fait les tests avec l'assistance de l'OMS, avec les Bill et Melinda Gates Foundation. Les résultats ont été approuvés par l'OMS et maintenant aussi par le gouvernement ivoirien qui permettent le système dans tout le pays. Parce qu'avec ce système qui s'appelle EveTubes, ils ont su avoir 40% de moins de parasites dans le sang des gens des villages qui avaient le système et le moustiquaire en comparaison avec des villages qui n'avaient que le moustiquaire. D'accord. Ça, c'est grand et c'est dans la prévention, c'est durable, c'est assez bon cher. Pour le maintenir, ça va coûter $10 par an. Si on a ce système dans 60% des maisons dans un village, tout le village est protégé, ça copie plus ou moins la façon de bâtir dans les villages. Donc, ce n'est pas quelque chose d'étrange. Ça n'a pas besoin d'électricité. Et ça, vraiment, la Côte d'Ivoire est le seul pays au monde qui peut l'utiliser en ce moment parce qu'il faut répliquer les études autre part pour que ce soit permis dans le reste du monde. Et j'espère vraiment que les Ivoiriens vont prendre cet avantage parce que je pense que c'est vraiment quelque chose de très grand. Et c'est pour bientôt? Il y a un docteur qui peut vous aider, ça s'appelle EveTube, ici en Côte d'Ivoire, et ça se vend. C'est peut-être l'installation, c'est pas trop cher, mais je peux m'imaginer que pour les gens, c'est quand même cher. Ça sera $100 pour installer dans une maison. Mais peut-être les entreprises qui ont du personnel veulent l'installer, puis $10 par an, quand même, je pense que c'est environ 7 000 francs CFA. Ça doit être faisable pour le maintenir. Oui, ça, c'est à la portée de la masse. Et les résultats sont donc formidables, vraiment. Et à 100%, les moustiques en meurent. C'est pour ça que tout le village est protégé quand on a 60% des maisons qui l'ont. Il ne faut pas mettre les 60 maisons d'un côté et les 40 d'un autre, bien sûr. Il faut un peu diviser. Mais ça, c'est quand même quelque chose que moi, j'ai trouvé révolutionnaire. Je suis très fière de mes compatriotes qui ont eu cette idée. Il y a du travail qui se fait, en tout cas. Oui. Alors, on va parler de religion. Selon des statistiques, 42% des Néerlandais n'ont pas d'appartenance religieuse, 30% sont catholiques et 20% protestants. Alors, 42 n'ont pas d'appartenance religieuse. Comment s'explique cet état de fait? Je pense qu'ils ont plutôt quitté les institutions religieuses. Ce n'est pas dire qu'ils n'ont pas retenu les valeurs parce que ça fait des centaines d'années qu'on a ça. Ça ne se perd pas en 10 ans, disons. Donc, les valeurs sont toujours là, mais les gens cherchent une autre façon pour exprimer ces mêmes valeurs. Donc, ce n'est pas dire que les
42 ne sont plus croyants, peut-être, mais peut-être ils ont tout simplement arrêté d'aller à l'église parce que c'est quand même une institution et peut-être c'est là qu'ils ont perdu confiance. Ça, je ne peux pas parler pour les autres, bien sûr, mais les valeurs sont vraiment encore dans la culture. Donc, et ça, c'est le même pour les trois religions. Il y a plusieurs religions, mais le judaïsme, le christianisme et l'islam. Absolument. Alors, Excellence, nous parlons toujours religion. Comment est-ce que l'ambassade des Pays-Bas soutient l'Église en Côte d'Ivoire? On ne fait pas, parce que ce n'est pas une priorité. Nous sommes là pour travailler avec le pays et nous avons toujours la séparation, comme on dit, entre État et religion. Donc, on ne travaille pas avec, mais bien sûr, je suis allée voir l'archevêque, je suis allée voir le cheikh de Kozim. Ça, c'est des relations diplomatiques normales, mais on ne soutient pas. Ça, c'est vos institutions. D'accord. Parlons à présent tourisme. Quelles sont les attractions touristiques des Pays-Bas? Ça dépend de ce que vous aimez. Hein. On a beaucoup de grands musées à Amsterdam, mais pas seulement, aussi à Rotterdam, dans l'est du pays. Donc, si on aime les musées, il y a beaucoup à faire. Si on aime la nature, il y a encore plus à faire. On a les lacs, on peut faire du sport, le voile. On a les collines du Limbourg. On a les cités qui sont médiévales, Franeker, Zwolle. On part toujours des canaux d'Amsterdam, mais en effet, la plupart des villes qui sont là depuis des centaines d'années ont des canaux parce que c'était en effet la limite de la ville. Si la ville grandait, on battait en dehors des canaux et on mettait un autre canot. Protection. Donc ça se trouve partout dans le pays. Donc il y a beaucoup d'attractions à visiter et ça dépend de vos préférences. Alors, est-ce que ces attractions touristiques ont un poids dans votre économie? Certainement, parce que, par exemple, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est les travaux Delta qu'on a en Zélande, qui est dans le sud-ouest du pays, parce que là, on a eu une très, très grande inondation en 1953, et maintenant, on a des dames, et donc, ça a changé l'économie là-bas aussi. Mais le tourisme en soi, il y a beaucoup de touristes qui viennent dans les grandes villes. Je pense qu'ils ont encore beaucoup à découvrir. Les Chinois vont tous à l'est, à Giethoorn. À un certain point, quelqu'un en Chine a découvert ça et c'est devenu très grand en Chine. Ils ont même un jeu Monopoly où il se trouve Giethoorn. On ne trouve pas ça aux Pays-Bas. Donc, il y a vraiment beaucoup à faire. Donc, un pays, on selon va dire, le choix. Riche touristiquement. Absolument. On va s'intéresser à la cuisine. Alors, Excellence, connaissez-vous la cuisine ivoirienne? Oui, un peu. Je n'ai pas tout goûté parce qu'il y a bien des choix. Il y a des choses que je n'ai pas trop aimées, mais j'aime beaucoup, par exemple, la loco. Mais j'aime aussi le foufou, la tiéké, sauce feuille. À Soubré. C'est ivoirien tout cela. Ouais, non, à Soubré, on m'a dit ici, on a le meilleur poisson braisé du pays. Je n'ai pas assez de comparaison, mais c'était très bon quand même. Donc, non, vraiment, je connais. Daniel va vous inviter un jour pour déguster ses mets, surtout le poisson braisé. Oui, maintenant, il faut que je compare, parce qu'on a dit que c'était le meilleur, mais je n'ai pas beaucoup de comparaison, donc je ne sais pas. En dehors du poisson braisé, on a d'autres spécialités. Le poulet braisé. Oui. Et j'ai mangé le poulet, c'était une sauce piment, je pense. Et la dame, je ne sais pas, c'était du poulet dans une sauce rouge. Elle m'a dit, il n'y a que du piment dedans. Elle voulait mettre du piment. J'ai dit, mais attendez, je suis européenne. Commençons par ça. C'était à la limite. Je me suis retrouvée. Vous vouliez ajouter à ça? Alors, quels sont les principaux, quel est le principal mets néerlandais? Eh bien, on mange maintenant beaucoup traditionnellement. Ce que les Néerlandais mangeaient, c'était les pommes de terre cuites avec des légumes et un petit peu de poisson ou de viande. Ça, c'est le très, très traditionnel. Mais depuis les années 70, on a ajouté les cuisines de partout dans le monde. Mais la pomme de terre en 1000 variantes, ça se retrouve toujours dans la cuisine néerlandaise. On mange aussi beaucoup de légumes.
Le stamppot, c'est le plat. C'est quelque chose qu'on mange l'hiver. C'est plutôt un type de plat. Okay. C'est donc, on met les pommes de terre dans un pot, on met les légumes en dessous, et puis on cuit ça ensemble. Et puis après, on fait le mash, et c'est comme ça. C'est le plat le plus prisé chez vous? C'est le plat le plus prisé, le plus aimé chez vous? Ça dépend de la légume. Mais par exemple, le 3 octobre à l'aide, le plat traditionnel, c'est donc les pommes de terre, les oignons et les carottes mêlées comme ça. Parce qu'en effet, en 1574, quand ils ont été libérés du siège, ils sont allés dans les champs, ils ont trouvé un pot avec de la nourriture parce qu'il y avait la famille, ils ont reporté en ville, il y avait quelque chose comme ça dedans. Ah, d'accord. Toujours le 3 octobre, là, alors, on ne peut pas changer. C'est bientôt les fêtes de fin d'année. Généralement, qu'est-ce que vous mangez en famille? On mange c'est un genre de beignet. Ça s'appelle oliebollen, donc des boules d'huile, si on traduit littéralement. Okay. Et on les mange avec du sucre en poudre, où on met des pommes dans un peu de ce pâte et on les frit. On n'a pas une nourriture spéciale, sauf ce snack spécial. Okay. Alors, je pense qu'on pourrait apprécier certainement un jour votre surtout le stamppot. On espère que Excellence va nous inviter un de ces jours pour aller en déguster. J'espère bien, mais le oliebollen, c'est pas facile. Hein? Ah ouais. D'accord. Ouais. En tout cas, merci Excellence au thème de notre émission. Nous avons été très heureux de vous recevoir. Ouais. Votre mot de fin serait lequel? Oh, là, je ne m'y attendais pas. Merci beaucoup et j'espère que pour le public, ça vous a quand même appris quelque chose sur mon pays que vous ne connaissez pas trop, mais vraiment, on a beaucoup de relations et en effet, on travaille beaucoup ensemble. Vous buvez sans doute le bonnet rouge qui est de Friesland Campina et donc aussi d'origine néerlandaise. Vous portez les wax, moi je le fais aussi. C'est donc même dans votre vie quotidienne, vous avez les Pays-Bas. Merci Excellence, Daniel. Merci Excellence. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup appris avec vous et on vous souhaite de passer en tout cas un bon moment juste après ce moment-ci. Okay. Merci beaucoup. Merci Excellence. Amis téléspectateurs, ici donc s'achève Elview. Nous recevions, vous le savez, Madame l'ambassadeur des Pays-Bas en Côte d'Ivoire, son Excellence Soraya Daoud Yvette, avec qui nous avons parlé de la coopération ivoiro-néerlandaise et tous les sujets qui gravitent autour de cette coopération. Merci de votre aimable attention. On se retrouve pour un autre numéro. Bonsoir.